Monsieur l'ambassadeur, Madame, Monsieur, je pense que nous avons peut-être encore quelques élèves qui vont nous rejoindre, mais je vous invite peut-être à commencer cet échange puisque nous avons adopté des modalités un peu singulières à votre demande, Monsieur l'ambassadeur, qui sont celles d'un échange avec Madame Montambeau, professeure d'histoire-géographie, qui est à l'origine de cette rencontre. Il serait inutile de vous dire à quel point c'est un privilège et un honneur de vous recevoir à Saint-Jean-de-Passy. Nous savons votre agenda très chargé. Alors, une intuition de Madame Montambeau, bien sûr, je la rappelais il y a quelques instants, et puis surtout, je vous l'indiquais lors de notre rencontre, eh bien parce que la dynastie des Habsbourg est chère à notre cœur, puisque nous avons une promotion de Saint-Jean-de-Passy. Ce sont les 5e actuels qui sont sous le saint patronage de Charles et Zita de Habsbourg. Donc, nous avons confié à vos ancêtres une promotion entière de Saint-Jean-de-Passy, car nous savons le privilège d'être protégés actuellement par le bienheureux Charles et Zita, servante du Seigneur. Merci d'être parmi nous. Sans plus attendre, je vais vous confier très respectueusement la parole, peut-être à vous, Madame Montambeau, pour présenter Monsieur l'ambassadeur, son parcours et les raisons de sa présence à Saint-Jean-de-Passy ce soir, ce qui, dans vos intuitions, a présidé à ce choix de vous faire intervenir, et puis surtout vous redire quelle est la grande gratitude qui est la nôtre de vous avoir à Saint-Jean. Merci infiniment. Monsieur l'ambassadeur, merci infiniment d'être là. Alors, pourquoi vous avoir invité ce soir pour parler d'Otto de Habsbourg ? Tout simplement parce que vous êtes son fils cadet, donc petit-fils de l'empereur Charles et de l'impératrice Zita, comme le rappelait Madame Lyonnais à l'instant, et puis le dernier des 7 enfants de l'archiduc Otto de Habsbourg et de son épouse, la princesse Regina de Saxe-Meiningen. Donc c'est évidemment, vous êtes particulièrement bien placé pour nous parler de votre père, mais vous êtes également diplomate depuis de nombreuses années, et comme le disait votre père, la politique c'est presque un métier familial, hein. Vous avez étudié vous-même l'histoire, le droit, les sciences politiques, un petit peu partout en Europe, en Autriche, en Allemagne, en Espagne. Et donc vous appartenez à une famille européenne, vous êtes un grand Européen, et il m'avait semblé intéressant de vous inviter ce soir à l'approche, là en plus des élections, à quelques semaines des élections européennes, afin de donner notamment à nos élèves une histoire un petit peu plus incarnée de l'Europe, hein, puisque votre père, l'archiduc Otto, est né en 1912, il a été rappelé à Dieu en 2011, donc il a traversé tout le XXe siècle, toutes les vicissitudes du XXe siècle, aussi bien la lutte contre les régimes totalitaires que son engagement dans la construction européenne. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité demander à Madame Lyonnais de vous recevoir. Et donc voilà, merci infiniment d'être parmi nous ce soir. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup pour l'intérêt pour mon père. Parce que si moi aussi je prends, disons, l'histoire de toute la vie de mon père, c'est toujours une chose qui m'impressionne beaucoup, comme vous l'avez dit. Il est né en 1912 et il a vécu pour 98 ans. Ce qui était une énorme bénédiction pour nous dans la famille parce qu'on a eu la possibilité de passer beaucoup de temps avec lui. Et c'était vraiment fascinant quand on a toujours pensé que qu'est-ce qui est arrivé en Europe entre 1912 et 2011. Quand mon père est né, c'était encore l'Empire austro-hongrois. Et quand il est né, c'était absolument pas clair que mon grand-père sera une fois empereur d'Autriche et roi d'Hongrie. Parce que c'était encore avant de l'assassinat de Franz Ferdinand à Sarajevo. Et mon grand-père, il était un officier de l'armée. Il savait qu'un jour, parce que c'était la décision de l'empereur François-Joseph, parce que comme vous savez, le mariage de Franz Ferdinand
n'était pas un mariage qui était accepté par les règles de la famille. Et pour ça, mon grand-père a eu, oui, il a prévu qu'un jour il va suivre à Franz Ferdinand, mais c'était très très loin. Et après ça, en 1914, on sait très bien, c'était l'assassinat de Sarajevo. Et lui, il était un moment à l'autre prince héritier de l'Empire austro-hongrois. Mon père, il a eu 2 ans quand c'est arrivé. Et avec 2 ans, lui, il est devenu prince héritier de l'Empire austro-hongrois. Après ça, naturellement, il ne faut pas raconter que la Première Guerre mondiale, c'était fini, ma famille a dû aller en exil. Et mon père, il était un petit enfant, parce que la famille devait aller en exil en 1919. Il a eu 7 ans. À ce temps, la famille est allée premièrement en Suisse. Après ça, mon grand-père, il a essayé 2 fois de retourner en Hongrie, mais après ça, la famille était envoyée sur l'île de Madère, où aussi mon père est arrivé un peu séparément de mon grand-père, parce que lui, il était en Hongrie, où il a essayé de récupérer la couronne en Hongrie, mais il n'a pas réussi de faire ça. Et il est arrivé avec son père sur l'île de Madère. Et quand j'ai parlé avec mon père très souvent sur ce temps sur l'île de Madère, où aussi mon grand-père, malheureusement, après quelques mois de son arrivée, il est mort d'une maladie. Si c'était une pneumonie ou quelque chose de plus fort, c'est très difficile à dire. Mais comme la famille a eu des difficultés, parce qu'ils n'ont absolument pas eu des moyens pour ni payer un hôtel, ni payer le docteur, ni payer les médicaments, mon grand-père, il est mort très vite. Mais mon père, il m'a toujours raconté que le temps qu'il a passé avec son père sur l'île de Madère, c'était un des moments les plus heureux de sa vie, parce que son père, c'était la Première Guerre mondiale. Il était toujours au front. Il était très occupé avec toutes les questions de l'Empire austro-hongrois. Il n'était jamais à la maison, il n'était jamais avec la famille. Alors, il a eu la possibilité de passer assez de temps avec son père. Et pour un enfant, de passer le temps avec son père et d'avoir accès à son père, c'était une période qui était très importante. Malheureusement, en 1922, quand mon grand-père est mort, mon père, il est devenu chef de famille avec 10 ans. Il est devenu chef de la famille d'Habsbourg, ce qui était encore une famille plus grande avec beaucoup de difficultés. La famille se trouvait à Madère sans les moyens, sans rien, avec ma grand-mère qui était enceinte avec le 8e enfant. Et c'était le moment quand le roi d'Espagne il a invité la famille de venir en Espagne. Et premièrement, ils sont allés à Séville, après ça à Madrid, et après ça, ils ont passé quelques années dans le Pays Basque, dans le petit village de Lekeitio, où mon père il a fait son école. Son école était un peu spéciale parce qu'il y avait des moines qui sont venus de la Hongrie, du monastère de Pannonhalma, qui ont fait un programme spécial pour lui, pour faire son école, parce qu'ils ont pris le système éducatif de l'Autriche et de la Hongrie, ils ont mis les deux ensemble, ils ont fait un programme spécialement pour mon père et pour les autres membres de la famille. Et c'était que toute son école, il a fait en 3 langues, en hongrois, en allemand et en latin. Et ils ont changé la langue avec chaque classe qu'ils ont donnée à la famille. Alors un jour, il a eu mathématiques en allemand, le prochain jour en hongrois et le 3e jour en latin. Alors comme ça, il a vraiment les mêmes sujets, il a appris dans les 3 différentes langues, ce qui était, je m'imagine, assez compliqué, spécialement en ce qui concerne le latin. Moi, j'aimerais bien, je n'aurais pas beaucoup aimé de le faire ça, mais ça, c'était pour lui un très... Il m'a dit qu'il a toujours beaucoup appris avec ça. Il est allé en Belgique. Il a passé ses études quand il a fini son école. Il est allé en Belgique. Il était sur l'université de Leuven.
et il a passé ses études là-bas. Mais naturellement, la situation politique en Europe, elle était encore une fois pleine de problèmes parce que la situation en Allemagne, ça a changé beaucoup. Il y avait une autre guerre qui était en train de se préparer. La famille était en Belgique quand la Deuxième Guerre mondiale éclaté. Ils étaient des réfugiés, ils sont allés jusqu'en Espagne et après ça, ma famille est allée aux États-Unis. Et ils ont passé presque toute la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis. Après ce temps, mon père, il était déjà, avant d'aller aux États-Unis, il était toujours très intéressé dans disons, dans l'idée européenne. Il a toujours travaillé il est devenu un collaborateur de Richard Coudenhove-Kalergi, qui était le fondateur de l'Union pan-européenne. Il a vu qu'il faut travailler sur l'unification d'Europe. Malheureusement, avant la Deuxième Guerre mondiale, ce n'était pas possible. Quand la Deuxième Guerre mondiale était finie, il est retourné en Europe avec cette idée de vraiment consacrer son temps à travailler pour l'unification du continent européen. Et pour lui, naturellement, le moment clé de sa vie, c'était quand il a eu la possibilité d'entrer au Parlement européen. Parce que pour moi aussi, c'est toujours très, très intéressant de penser que mon père, il est entré au Parlement européen dans l'année 79. Alors, dans l'année 79, mon père a eu 67 ans. C'est normalement un âge où tout le monde va en retraite, arrête de travailler, se retire. Et ça, c'était le moment, avec 67 ans, que mon père il a commencé une période de sa vie qui lui a vraiment, qui était extrêmement important pour lui. Parce qu'au Parlement européen, il a vraiment pu travailler pour cette idée de l'Europe unie. Il a pu travailler pour les pays qui n'étaient pas encore dans cette Union européenne. Naturellement, les pays de l'Europe centrale ont fait partie de ces pays qui n'étaient pas encore dans l'Union européenne. Et il a travaillé au Parlement européen avec des méthodes très spéciales. Une des premières choses qu'il a fait, c'est de mettre dans le centre du plénière du Parlement européen un siège vide pour montrer que ça, c'est le siège des pays qui ne sont pas encore dans cette Europe unie et pour donner un exemple qu'il faut travailler pour enlargir cette Europe le plus vite possible. Il a fait chaque année des discours en hongrois, aussi au Parlement européen, pour montrer qu'il y a des pays qui veulent entrer. Naturellement, il a toujours préparé ça, il a donné le texte aux traducteurs qui n'ont pas eu de difficultés de le faire. Mais pour lui, c'était vraiment une des travaux les plus fascinants et je me souviens très bien, spécialement comme nous sommes maintenant dans une campagne pour un Parlement européen, les campagnes pour le Parlement européen où il a participé parce qu'il a fait 4 campagnes parce qu'il était pour 20 ans au Parlement européen. Alors c'était vraiment pour quelqu'un qui a eu 67 ans jusqu'à 87 ans, il était au Parlement européen. Et là, il a travaillé jusqu'au dernier moment aussi avec donner l'importance à cet élargissement de cette Union européenne. Et pour ça, c'était une énorme joie pour lui que dans l'année 2004, il y avait finalement des représentants de la Hongrie, de la République tchèque, de la Slovaquie, qui a trouvé dans le Parlement européen quand ils sont devenus des membres dans cette Union européenne. Je dois dire que une chose m'a toujours impressionné avec mon père. Lui qui a vraiment vécu pendant un siècle avec tellement de difficultés, avec la Première Guerre mondiale, avec la Deuxième Guerre mondiale, avec la chute de l'Empire austro-hongrois, avec toutes les difficultés, il était toujours un optimiste. Il a toujours vu que des développements positifs. Et quand tout le monde a parlé que ça ne fonctionne pas, ça c'est pas bien, il y a tellement de difficultés, il a toujours essayé de trouver pourquoi il faut être optimiste et pourquoi les choses vont bien.
Et ça, c'est vraiment une chose qui me donne une grande impression quand quelqu'un a l'expérience de toutes les difficultés qu'on peut avoir et il reste optimiste. Et avec cette politique qu'il a fait, il a vraiment réussi à convaincre beaucoup des personnes en Europe pour cette idée européenne. Il a toujours travaillé pour cette idée européenne pour vraiment montrer que cette Union européenne, ce n'est pas une question économique. Naturellement, ça a commencé avec des idées économiques, mais ce n'est pas une idée seulement économique. C'est vraiment son idée principale, c'est donner de la paix et de la stabilité au continent européen. Parce que quand on connaît l'histoire du continent européen, il y avait toujours des guerres, des difficultés, des révolutions, il y avait tout, mais avec cette unification de l'Union européenne, c'était devenu la garantie pour la paix et pour la stabilité. Et sans paix et sans stabilité, l'économie ne fonctionne pas. Et pour ça, oui, il est important que l'économie et tous les importances économiques en Europe, mais sans paix et sans stabilité, ça ne fonctionne pas. Et ça, c'était toujours son idée principale pour faire ça et pour travailler pour ça en Europe. Merci, Monsieur l'ambassadeur, pour ce très beau résumé de la vie et des engagements de votre père. Une petite anecdote pour rebondir sur sa formation intellectuelle très exigeante. Dans un des livres que j'ai lus pour préparer cet entretien, je voyais qu'au cours d'une des séances au Parlement européen, un de ses collègues italiens avait pris la parole en latin pour manifester son mécontentement sur le fonctionnement des institutions européennes. Et là, il y a eu un grand moment de flottement parmi les interprètes parce qu'évidemment, personne ne savait traduire comme ça. Et donc, le seul député de l'Assemblée qui a répondu, eh bien, c'est votre père, et s'en est suivi une discussion en latin devant les autres députés au Parlement européen. Voilà, c'est une petite illustration. J'étais avec lui ce jour. J'étais avec lui ce jour, c'était fascinant. Il y avait un groupe des anarchistes au Parlement européen. Au commencement d'une des premières parties, c'était les anarchistes italiens qui ont eu un parti. Le chef de ce groupe, c'était le député M. Panella. Et lui, il a eu un député très actif, M. Capanna, parce que les anarchistes ne voulaient pas que le Parlement européen fonctionne. Ils voulaient faire tous pour vraiment créer des problèmes que ce Parlement ne fonctionne pas. Et naturellement, c'était un Parlement complètement nouveau, avec beaucoup de nouvelles règles, avec aussi, quand on fait beaucoup de règles, il y a beaucoup de possibilités de changer un peu les règles, de faire quelque chose. Et ils ont trouvé une règle qui a dit que chaque membre de Parlement peut parler dans sa propre langue, ce qui est assez normal pour un Parlement européen. Mais lui, il a dit, je suis italien, le latin, c'est ma langue, comme ça je vais parler en latin. Sachant qu'il est très difficile de trouver des interprètes pour le latin dans les autres langues européennes. Et j'étais avec mon père dans son bureau, et dans le bureau, c'était toujours, les bureaux n'étaient pas très grands, mais il y avait toujours un petit haut-parleur qui était sur son desk, où on a eu la possibilité d'écouter directement ce qui se passe dans le plénière. Et j'étais avec lui, on est en train d'écouter ce qui se passe dans le plénière, et il était en train d'écouter que ça c'est quelqu'un qui parle le latin. Il dit, c'est bizarre, pourquoi le latin? Et il a vu, c'est Capanna qui a fait maintenant la chose qu'il a déjà annoncé à faire. Alors mon père, qui était déjà assez âgé, il est couru, nous sommes les deux courus dans la salle plénière. Mon père, il a tout de suite dit qu'il veut répondre, et il lui a répondu en latin, et à la fin, il lui a posé une question. Et on a seulement vu que M. Capanna, le pauvre, il a commencé à regarder qu'est-ce qui se passe, parce que quelqu'un parle latin avec moi, parce qu'il a lu son discours. Mon père, il n'a pas lu son discours. Il lui a posé la question. M. Capanna n'était pas capable de donner la réponse à cette question. Et en ce moment, mais après ça, il était un grand ami avec M. Capanna. Ils n'ont pas parlé en latin ensemble, mais... ouais. Oui, parce que parmi toutes les langues que maîtrisait votre père, il y avait notamment l'italien, bien sûr. Mon père, mon père, il n'a pas seulement parlé les langues, comme moi j'essaie de faire bien parler quelques langues. Mon père, il n'a pas seulement parlé, il a aussi écrit, et il connaissait aussi la grammaire de 8 différentes langues. Alors ça, c'était beaucoup.
C'est familial chez les Habsbourg, vous êtes forcément polyglotte. En tant que famille européenne, vous maîtrisez Oui, de mais nombreuses langues. naturellement, d'avoir la possibilité d'écrire et aussi connaître bien. Moi, je parle quelques langues, oui. Je me défends, pardon. Je me défends dans quelques langues. Mais je dis toujours, quand est-ce que je parle une langue? Je dis toujours, je parle une langue quand j'ai la possibilité de faire un coup de téléphone dans la langue. Parce qu'avec le téléphone, il faut parler. On ne peut pas montrer, on ne peut pas faire des grimaces. Vraiment, on est forcé de parler. Et comme ça, j'ai la chance que mes parents étaient très stricts avec nous et je peux faire des coups de téléphone en 6 langues. Alors, ça aide beaucoup quand on travaille, disons dans la politique aussi, ou dans la diplomatie. Vous avez évoqué bien sûr les liens qui unissaient votre père à ses parents, l'empereur Charles disparu prématurément, et il a gardé sa mère longtemps, puisque l'impératrice Zita a aussi eu une longévité exceptionnelle. Elle est décédée en 1989. Oui. Et ils ont Justement avec la chute du mur. avec la chute du mur, absolument, et elle a été inhumée dans la crypte des Capucins à Vienne le jour anniversaire du décès de l'empereur Charles, le 1er avril. Ouais. C'était un beau clin d'œil de la Providence pour Oui. qu'elle rejoigne son époux. Je voulais vous poser une question sur l'influence qu'a eue l'impératrice Zita sur son fils Otto. Vous avez parlé de sa formation intellectuelle exigeante, mais il y a aussi cette idée, moi quand j'ai lu, enfin je le connaissais déjà un petit peu, mais en lisant les livres, ce qui ressort vraiment, c'est cette idée du service, c'est-à-dire on entre en politique avant tout pour servir le bien commun, pas pour des raisons d'ambition personnelle, pas pour occuper une fonction particulière, mais au service du bien commun. Et à la racine de cela, on retrouve le lien le lien organique, consubstantiel, entre la politique et la transcendance, c'est-à-dire cette idée de rendre des comptes. Et en quoi vous parliez de l'optimisme de votre père, en dépit de toutes les épreuves qu'il a traversées tout au long de sa vie. En quoi ça a-t-il été justement une aide pour lui, cet enracinement dans la foi, cette influence de sa mère? Premièrement, ma grand-mère était un personnage très strict. Elle était extrêmement stricte avec ses enfants. Parce que, un exemple, dans le moment quand mon grand-père est mort sur l'île de Madère, elle a commencé de vouvoyer à mon père, parce que lui, il est le futur chef, non, il était le futur chef de famille, mais il est devenu chef de famille. Et comme chef de famille, ma grand-mère lui a traité d'une manière très, très spéciale, dans un côté avec beaucoup de respect, mais à l'autre côté extrêmement strict. Et leur éducation, disons, religieuse, c'était aussi une chose où elle a vraiment essayé de lui donner un exemple de sa vie et comme de sa foi dans tout ce qu'elle avait fait dans sa vie, et aussi de comment elle a géré les crises dans leur propre vie. Elle a toujours essayé de donner un exemple, et spécialement de donner cet exemple à son fils, ce qui était mon père, comme futur chef de la famille. Et pour ça, elle était vraiment extrêmement stricte avec lui. Il a donné une éducation très spéciale, au même moment de lui faire connaître bien l'histoire, les responsabilités aussi qui viennent avec cette position, aussi de lui montrer quelle force on peut avoir aussi par être religieux et être croyant. Et comme ça, elle lui a donné un exemple très très fort, ce qui lui a marqué pour toute sa vie. Et ça, c'était aussi une chose que mes parents essayaient de faire de la même manière avec nous. Heureusement, mon père, il n'était pas du tout strict. Il a laissé ça à ma mère. Mon père, il a passé de
temps très agréable avec nous parce qu'il voyageait beaucoup. Il était presque toujours, il a travaillé beaucoup, il a fait beaucoup de discours, il était vraiment toujours très, très actif. Mais quand il était à la maison et quand il était en vacances, il a vraiment pris de temps de passer avec nous, de parler avec nous, de discuter avec nous. Mais à la même manière de nous donner l'exemple, qu'est-ce que ça veut dire d'être croyant? Qu'est-ce qu'on peut gagner si on vit la foi, si on a de confiance en Dieu, si on a la force de la prière et aussi la force de la prière quand on la fait ensemble. Et je pense que lui, il a sûrement appris ça par sa mère, qui est naturellement, son éducation était dans des temps beaucoup plus difficiles pour la famille, parce qu'être en exil, être avec très peu de moyens, des possibilités de ne pas avoir de contact avec disons, avec l'Europe centrale, avec les pays avec lesquels on devait avoir le contact. Chez nous, c'était beaucoup moins grave, si on pourrait dire ça. Mais c'est plutôt l'exemple que lui a donné. Parmi les combats politiques de votre père, hein, le premier grand combat, vous évoquiez la situation de l'Allemagne tout à l'heure, Oui. c'est bien sûr la lutte contre le nazisme. Votre père a toujours été un adversaire farouche, hein, d'Adolf Hitler, qui vouait d'ailleurs une véritable, on peut dire une haine, hein, véritablement, premièrement à la dynastie des Habsbourg, et puis particulièrement à votre père. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu l'origine de cette animosité d'Adolf Hitler vis-à-vis des Habsbourg? Pourquoi il en voulait tant à votre famille? Pourquoi votre père particulièrement? Sa vie avec Adolf Hitler est digne d'un film, hein, pratiquement, puisque les nazis ont essayé de le faire assassiner, de l'enlever, de l'emprisonner. Pourquoi Hitler craignait-il tant Otto de Habsbourg? Premièrement, mon père, comme il était toujours intéressé dans la politique, aussi quand ce monsieur Hitler il est devenu plus important et plus fort en Allemagne, mon père a lu le livre de Mein Kampf, ce qui était un livre où Hitler a très bien expliqué ce qu'il voulait faire de l'Europe. Et malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de politiciens qui ont lu ce que Hitler a écrit dans son livre. Et pour ça, si beaucoup plus de monde aura lu ce qu'il voulait faire, ils auront mieux compris qu'est-ce que c'était la politique qu'il a fait. Alors, mon père, il a lu le livre. Il savait ce qui était le plan de Hitler. Et Hitler voulait toujours se rencontrer avec lui parce qu'il savait que mon père, il était très, disons, respecté et très aimé encore en Autriche, spécialement sur le territoire autrichien. Et comme ça, comme il l'avait fait aussi, malheureusement, avec la famille impériale allemande, il a toujours invité les membres de la famille, il a essayé de se montrer proche de cette famille. Il voulait faire exactement la même chose avec mon père. Et mon père, il a refusé de le rencontrer. Dès que la première invitation que Hitler l'avait fait pour se rencontrer avec lui, mon père a dit, je ne vais pas me rencontrer avec lui. Et c'était, disons, c'était une chose que Hitler n'a pas connue, que quelqu'un dit non quand il invite un personnage. Mon père, il nous a dit très souvent qu'il n'y avait presque pas de discussion qu'il a refusé de faire, mais il aurait été très intéressé de se rencontrer avec ce personnage, mais il savait que Hitler va utiliser cette réunion pour faire une mauvaise image de mon père et aussi d'utiliser ça politiquement en Autriche. Il ne faut aussi pas oublier que Hitler, quand il est entré en Autriche, il a appelé cette action la Unternehmen Otto. Il a même donné le nom de mon père quand il est entré en Autriche, parce qu'il a pensé que comme ça sera accepté un peu plus positivement. Naturellement, il savait que mon père était absolument 100% contre lui. Et aussi, les idées que mon père il a eues, il n'était pas compatible avec les idées politiques de Hitler. Alors, comme il a vu que mon père
dans toutes les occasions où il a pu parler, mon père, il a fait beaucoup, comme je vous ai dit, il a fait beaucoup de discours, il était toujours très visible, il a donné beaucoup des interviews. Il a toujours eu une position très très claire contre le nazisme et contre Hitler. Il a essayé 2 fois de l'assassiner, mais heureusement, il n'a pas réussi. Et d'ailleurs, lorsque donc vous parliez de votre famille qui était en Belgique au moment de la déclaration de guerre, ils sont ensuite partis en France et puis ensuite vers l'Espagne, le Portugal et puis les États-Unis. Et lorsque l'armistice a été signé entre l'Allemagne et la France, une des clauses de l'armistice, c'était de livrer tous les Habsbourg qui se trouvaient sur le sol français à l'Allemagne nazie. Donc Dieu merci, aucun membre de votre famille n'a été livré. Et pour bien montrer cette opposition absolue avec le régime nazi, votre père Otto et votre famille en général, en passant par l'Espagne et le Portugal, ont réussi aussi à sauver plus de 10 000 juifs. C'est ce qu'a dit le consistoire international dans les années 1970, à des moments où il y avait des campagnes de dénigrement de certains partis politiques contre votre père et où le consistoire international juif a rappelé l'aide constante au péril parfois de leur vie des membres de votre famille pour sauver des juifs. C'était assez intéressant. Une fois, je dois le regarder parce que mon père m'a raconté souvent qu'il habitait à Paris ici, dans le hôtel Ritz, quand les Allemands sont arrivés vers Paris. Et qu'il y a le livre des livres d'or de l'hôtel Ritz ici à Paris, où mon père, il était le dernier à signer dans le livre d'or. Et sur la prochaine page, c'est le général allemand qui est entré. Alors, il était ici jusqu'au dernier moment avant de disons, aller en direction de l'Espagne. Alors, lorsque votre famille s'est retrouvée aux États-Unis, à l'invitation d'ailleurs du président Roosevelt, en fait, votre père particulièrement, votre grand-mère aussi, mais aussi vos oncles et tantes, parce que c'est le travail de toute la fratrie, ont œuvré pour la libération de l'Autriche, parce que l'un des grands combats de votre père vis-à-vis des nazis, c'est la lutte contre l'Anschluss. Bien sûr, il a fait tout ce qu'il a pu avant pour essayer de l'empêcher. Mais une fois qu'elle a été faite, puisqu'il connaissait bien Roosevelt, s'entendait bien avec Roosevelt, votre oncle, l'archiduc Robert, lui, était à Londres auprès de Churchill, et ils ont beaucoup œuvré pour que les Alliés, puisque votre père a toujours été persuadé de la défaite finale d'Hitler, et donc dès le début, dès qu'il est arrivé en 1940 aux États-Unis, il a œuvré pour que les Américains reconnaissent l'illégalité de l'Anschluss, et finalement l'Autriche comme la première victime des annexions nazies et pas du tout comme un allié des nazis, l'objectif étant que l'Autriche retrouve son indépendance à la fin de la guerre. Est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer ces actions à la fois de votre père, de votre grand-mère aussi, et puis les adversaires politiques, parce qu'on a parlé d'Hitler, mais votre père a eu bien d'autres adversaires politiques, Benesch par exemple. Aux États-Unis, mon père, il a essayé après le Anschluss une chose qui était vraiment très importante pour lui, premièrement de présenter la position de l'Autriche et que aussi si la guerre sera finie, qu'on ne met pas l'Autriche dans la même situation que l'Allemagne, mais on montre aussi que c'était une invasion qui est arrivée en Autriche. Mais l'autre chose qui était aussi très importante pour lui, c'était la protection des villes en Autriche, parce qu'il y avait beaucoup de bombardements. Et il a toujours essayé d'avoir des informations, et comme il a eu beaucoup de contacts, et spécialement aussi avec l'armée militaire, avec les militaires américains, il savait quelquefois en avance quelles étaient les places que les Américains ont destinées pour faire des bombardements en Autriche. Et il a toujours essayé de s'approcher à Roosevelt pour, au dernier moment, changer ses plans et expliquer pourquoi il ne faut pas bombarder des différentes places en Autriche, parce que la destruction qui était faite avec ces bombardements, c'était une chose qui a créé beaucoup de catastrophes. Quand ça s'est fait, on voit ça aujourd'hui dans le Gaza et en Ukraine, qu'est-ce que ça veut dire ces bombardements. Et mon père, il a eu la chance que la secrétaire de Roosevelt, elle est venue d'une famille centre-européenne
Et mon père, il a heureusement eu un contact très proche avec elle. Comme ça, elle a donné la possibilité d'avoir une approche assez directe avec Roosevelt. Et quand il a vu qu'il y avait des grands bombardements prévus, il a eu aussi la possibilité de s'approcher au président pour demander s'il peut faire quelque chose que de ne pas attaquer ces places en Autriche pour au moins faire un peu la protection de ces villes et de ces monuments historiques. Il y avait naturellement une autre chose que mon père a fait aux États-Unis, c'était de travailler avec les différents groupes en exil, parce qu'il y avait beaucoup des différentes groupes des différents pays centre-européens en exil aux États-Unis qui ont essayé de travailler politiquement. Et mon père, il a toujours cherché le contact avec ces différents groupes pour coordonner un peu les actions avec les Hongrois, les Tchécoslovaques, mais aussi il a eu des contacts avec des Polonais, mais aussi avec presque tous les pays d'Europe centrale qui étaient très forts aux États-Unis, parce qu'il y avait toujours aussi des minorités des différentes nations aux États-Unis. Et comme ça, il a essayé de collaborer avec eux pour voir comment on peut politiquement préparer le temps quand la guerre sera finie. D'avoir une idée pour travailler ensemble, de voir qu'est-ce qu'on peut faire quand la guerre est finie. Et là, il a eu beaucoup de contacts avec les différents politiciens, ce qui était pour lui aussi un avantage que lui, il a pu parler avec tous les différents groupes. Il y avait quelquefois des difficultés entre les différentes nationalités, mais lui, il a eu vraiment la possibilité de parler avec tout le monde parce qu'il a représenté cette idée avec disons, une autre disons, position qu'il a eue dans ces pays qui étaient en exil aux États-Unis. Et avec ça, il était vraiment très actif, très occupé. Et ça lui a donné aussi, quand il est retourné en Europe, naturellement, il y avait aussi beaucoup des différents personnages qui étaient en exil, qui sont aussi retournés dans leur pays. Malheureusement, on sait très bien qu'est-ce qui est arrivé, que les communistes sont arrivés ont occupé la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie, tous ces pays. Mais ça a donné après aussi des possibilités de contact avec mon père parce qu'il a essayé de maintenir le contact avec des différents personnages. Et ça lui a aidé aussi beaucoup jusqu'au temps quand il était au Parlement européen. Dans l'action politique aussi qu'il a menée à la fin de la guerre, on connaît avec les traités de la fin de la guerre les déplacements de population, les déplacements forcés de population. Et votre père a toujours eu à cœur la protection des minorités, la protection des réfugiés. Il a par exemple fait tout ce qu'il a pu pour s'opposer à l'expulsion des Allemands des Sudètes, d'anciens sujets de l'Empire. Il s'est beaucoup occupé aussi des réfugiés hongrois, dont certains avaient trouvé refuge en Allemagne. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il a rencontré celle qui allait devenir son épouse, puisque votre mère était bénévole dans un centre de réfugiés hongrois. Et comme elle ne maîtrisait pas bien la langue, l'archiduc Otto qui visitait ce centre eh bien, lui a servi d'interprète. Et ensuite, ils se sont mariés. Votre mère elle-même avait été durement éprouvée par la guerre, puisque son père est mort dans un camp de concentration soviétique. Absolument, oui. C'est tout à fait vrai. Je dois dire, ce n'était pas tellement un accident que les deux se sont rencontrés. Il y avait toujours une espèce d'un groupe d'ayants, parce que mon père, il n'était pas l'homme le plus jeune et on voulait absolument qu'il se marie. Et il y avait quelques personnages autour de lui qui ont regardé avec qui sera intéressant que mon père pourra connaître. Et comme ça, cette visite était un peu organisée, mais pas directement par lui, mais il y avait quelques personnes qui étaient par son entourage qui étaient très intéressées qu'il connaît à ma mère. Et moi, je suis très heureux que ça a bien fonctionné. Comme ça,
Nous sommes 7 enfants, la famille est dans un très très bon état, mais naturellement la situation était très difficile. C'était très difficile pour lui parce que mon père ne pouvait pas ni rentrer en Autriche. Naturellement pas en Hongrie parce que la situation politique aurait été encore plus difficile avec le gouvernement communiste. C'était une période très spéciale pour mon père si on parle des nationalités parce que mon père il a eu toujours des difficultés de voyager parce qu'il n'a pas eu de passeport. Il est voyagé quelquefois avec un passeport de l'ordre de Malte. Il est voyagé avec un passeport diplomatique espagnol pour un certain temps. Vraiment, c'était très difficile pour lui. Et aussi, quand il a finalement reçu son passeport autrichien, c'était écrit dans le passeport autrichien valable pour tous les pays du monde, excepté l'Autriche. Alors, ce qui est aussi un peu bizarre de donner un passeport d'un pays où on n'a pas la possibilité d'y aller. Mais comme ça, mon père, il était en Allemagne. Après le mariage, il a construit une maison à côté de Munich pour être proche de la frontière autrichienne parce qu'ils sont allés là-bas en 1951. La maison était achetée à côté de Munich et seulement en 1967, mon père a eu la possibilité de rentrer en Autriche. Oui, vous faites référence là à ce qu'on appelle les lois Habsbourg, c'est-à-dire suite à l'expulsion de l'empereur Charles et de sa famille en 1919, qui a occasionné leur exil d'abord en Suisse puis à Madère. Eh bien, à cause de ces lois Habsbourg, tous les membres de votre famille ne pouvaient pas, ne serait-ce que transiter par l'Autriche et encore moins y résider. Ça a été une grande souffrance pour votre père et particulièrement après, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque il a pu y entrer brièvement avant d'en être à nouveau expulsé. Ça a été un gros choc pour lui, ça a été très, très bref. Gros choc puisqu'il s'était tant battu pour que l'Autriche retrouve son indépendance et d'être à nouveau expulsé. Ça a été une grosse épreuve. Oui, c'était une décision du gouvernement d'expulser mon père. Ces lois contre les Habsbourg, c'était une chose qui était vraiment fascinante encore parce que c'était une loi qui était mise dans la Constitution. C'était une loi au niveau constitutionnel en Autriche qui a eu plusieurs éléments. Le premier élément, c'était que mon père et ses frères ne peuvent pas retourner en Autriche. Le second, c'était l'expropriation de tous les biens de la famille. Alors absolument toute la famille était expropriée. Ce qui est très drôle parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans le château de Schönbrunn à Vienne, grâce à la bonne administration, on sait exactement où ça se trouve. Il y a des caisses dans le sous-sol où il y a les jeux avec lesquels mon père il a joué, mais ils ont exproprié. Alors ils ont exproprié tout jusqu'au jeu de mon père qui était, disons, confisqué par l'État. Et le troisième, c'était que, ce qui est aussi très intéressant, qu'un membre de la famille ne peut pas devenir président d'Autriche. Ce qui est assez intéressant parce que si on dit aujourd'hui que quelqu'un, seulement parce qu'il est membre d'une famille, il a la nationalité, il habite dans le pays, et c'était pour beaucoup des années comme ça, que seulement parce qu'on était membre de la famille, on était exclu d'une position officielle. Alors, si c'est très démocratiquement, je ne sais pas, mais en tout cas, heureusement, les Autrichiens, il y a 6 ans, ils ont vu que ça c'est très difficile à défendre parce que l'Autriche fait toujours comme se présente comme le protecteur des droits humains et Vienne comme centre des droits humains. Eux, dans leur propre constitution, ont dit qu'une famille, seulement pour porter le nom d'Habsbourg, ne peuvent pas devenir président. On peut aller aux élections, mais on ne peut pas être élu. Alors ça, c'était les 3 éléments de cette loi contre la famille d'Habsbourg. Mon père, en 1962, il a négocié avec l'État autrichien un papier qu'ils lui ont forcé de signer, ce qui n'était pas tellement compréhensible pour moi parce que je connais le texte ce que mon père a dû signer. C'était plutôt des choses qui étaient déjà dans
contre la loi. La loi était déjà différente en Autriche. Ils l'ont encore forcé de renoncer de sa position dans la famille et tout ça. Toutes les choses qui n'existaient plus depuis 1919, qui étaient déjà passées par le Parlement, mais ils ont encore forcé mon père de signer ce papier. Et il a signé le papier en 62, mais ils ont encore tardé jusqu'au 67 que mon père pouvait entrer en Autriche. Et alors, un peu plus tard, c'était seulement à la fin de 88 que mon père a eu la possibilité de retourner en Hongrie. Tout à fait. Le grand engagement de votre père, vous le mentionniez tout à l'heure, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est son engagement dans le mouvement pan-européen. Il a bien connu Richard Coudenhove-Kalergi, le fondateur de cette union pan-européenne en 1922. Les deux hommes se sont retrouvés brièvement en France au début de la guerre, puis ensuite aux États-Unis et retrouvés bien sûr en Europe après la guerre. Pourriez-vous peut-être présenter rapidement ce qu'est ce mouvement pan-européen dont votre père est devenu le vice-président en 1950, avant d'en prendre la tête en 1973, après la mort de Richard Coudenhove-Kalergi. Et puis après ça, nous dire quel a été son apport particulier à ce mouvement. Comme j'ai déjà dit, l'idée de ce mouvement était vraiment de unir disons, de travailler sur la unification de ce continent européen. Parce que vraiment, si on voit l'histoire et si on connaît l'histoire et on sait combien des guerres, des difficultés étaient sur le continent européen, l'idée c'était vraiment, si on a la possibilité d'unir ce continent, on a la possibilité de garantir la paix et la stabilité sur ce continent. Mais ça ne fonctionne pas si tous les différents pays existent et travaillent pour leur propre bien. Il faut vraiment essayer de connecter les différents pays de ce continent tellement historique et tellement fantastique. Et c'était déjà l'idée de Coudenhove-Kalergi après la Première Guerre mondiale, parce qu'il a dit si on ne travaille pas sur cette unification de l'Europe, on va entrer dans une autre catastrophe. Malheureusement, on ne l'avait pas pris sérieux. La Deuxième Guerre mondiale a éclaté et a prouvé que Richard Coudenhove-Kalergi il a eu tout à fait raison avec cette idée de l'Union pan-européenne qu'il a commencé en 1923. Et après la Deuxième Guerre mondiale, mon père il a collaboré avec Coudenhove-Kalergi. Ils ont parlé avec tous les différents politiciens. Ils ont eu des contacts avec De Gaulle, avec Schuman, avec Adenauer, pour travailler comment est-ce qu'on peut travailler pour créer cette Union européenne. Naturellement, ils ont fait ça avec des petits pas. Et je ne dois pas ici raconter comment on a fait cette unification. Mais c'était vraiment, ils ont fait du lobbying. Ça, c'est un mot très nouveau parce qu'ils ont fait lobbying pour cette unification européenne. Et naturellement, ça c'était touche pour amener ce continent aux premières élections pour le Parlement européen. Mon père, il a pris la position du président du mouvement pan-européen au commencement des années 60, où il est devenu le président parce que Coudenhove-Kalergi n'a pas pu faire ça. Et qu'est-ce que l'Union pan-européenne a fait? Ils ont commencé dans les différents pays européens de travailler avec des groupes, de travailler ensemble avec des différents partis politiques pour montrer pourquoi est-ce qu'il est important que cette Union européenne commence à collaborer ensemble, que les pays commencent vraiment à travailler ensemble et de montrer les avantages. Mais au même temps, c'était très important parce que lentement, quand se formaient ces premiers pays qui ont collaboré ensemble, d'élargir cette groupe et d'être présent dans les pays qui se sont préparés pour entrer dans l'Union européenne, d'être présent dans ce pays et vraiment de faire un travail d'information et après ça, quand il y avait le Parlement européen, c'était très important d'avoir un groupe politique de l'Union pan-européenne qui était dedans.
C'était une groupe de travail de cette Union pan-européenne où il y avait les différentes partis politiques qui étaient représentés, parce que ce n'était pas seulement une idée d'une groupe politique. Il y avait des représentants des différents groupes politiques, parce que c'était vraiment une chose qui était importante pour toutes les différentes idéologies aussi, de les convaincre de travailler ensemble, de collaborer ensemble et de travailler sur l'élargissement de cette Union européenne. Et pour ça, c'était tellement important aussi, quand, avec la chute du mur à Berlin, avec les pays de l'Europe centrale qui ont eu la possibilité d'y entrer, d'être présents comme Union pan-européenne et d'être actifs dans les différents pays pour préparer les pays pour les négociations qu'ils ont plus tard avec cette Union européenne, de faire de la campagne pour informer sur l'Europe et tout ce qui se passe en Europe. Et c'est devenu vraiment un mouvement très, très grand et très, très européen. Malheureusement, dans les dernières années, on ne parlait pas assez sur l'élargissement. Et ça, c'est une chose que je regrette beaucoup. Maintenant, heureusement, on parle encore de l'élargissement de cette Union européenne, parce que c'est tellement important que cet élément de l'élargissement du continent européen, que ça suit. Mon père, il a aussi, lui, il y a déjà 30 ans, il était très actif dans les pays de la Macédoine, l'Albanie, la Bulgarie, avant qu'elle est entrée dans cette Union européenne. De vraiment montrer que c'est important que cette Union européenne devient plus grande, travaille bien, collabore bien, donne cette paix et cette stabilité au continent européen. Vous avez mentionné tout à l'heure le retour de votre père en Hongrie en 1988. Il disait, paradoxalement, ça a été peut-être plus facile pour lui de retourner dans la Hongrie avant la chute du communiste que l'Autriche, ce que vous mentionniez tout à l'heure. Et donc, son premier voyage, c'est donc 1988. Il se fait de façon extrêmement discrète, incognito. Ouais. Et pourtant, il est très vite reconnu par la population hongroise, et il y a un véritable engouement pour cette population, enfin de la part de cette population vis-à-vis de votre père, qui pourtant n'avait jamais foulé le sol hongrois, sauf depuis sa petite enfance, sauf depuis le couronnement de l'empereur Charles à Budapest en décembre 1916. Comment expliquer cet attachement particulier des Hongrois pour les Habsbourg, pour la famille, pour votre père particulièrement? Je pense que il y a plusieurs aspects de ça. Une chose qui était très importante, qu'il y avait un monsieur, un journaliste en Hongrie, qui en 1987, il a dit qu'il aimerait bien faire un film, un documentaire sur le travail que mon père a fait au Parlement européen pour la Hongrie, et un peu montrer tout le travail que mon père, pendant des années, a fait pour la Hongrie. Et il a travaillé avec la télévision d'État, 87, c'était encore communiste, et il a demandé si ça c'est possible, qu'il pourra faire ce film pour la télévision, ce documentaire pour la télévision. Et on lui avait dit que oui, essayez de le faire. Alors c'était naturellement aussi pour nous une chose très intéressante que dans ce pays communiste, la télévision donne la possibilité à un journaliste pour faire un documentaire sur mon père. Alors lui, pendant quelques mois, il a accompagné à mon père, il est allé à différents événements qu'il a fait, il était au Parlement européen, et il a fait beaucoup des interviews avec mon père. Il a fait un documentaire de 90 minutes, et quand il a dit « c'est prêt, et quand est-ce qu'on va le mettre dans la télévision ?» La télévision a vu que probablement ce n'est pas la meilleure chose de le mettre dans la télévision, mais vous pouvez le mettre dans le cinéma. Et alors, il a dit, OK, très bien, si je ne peux pas le montrer dans la télévision, je vais le mettre dans le cinéma. Et c'est sorti au même moment que le film E.T., le fameux. E.T. est allé dans le cinéma, et le documentaire sur mon père était plus vu que E.T. Alors, ça veut dire, en tout cas, c'est une chose qui a montré que c'était un très, très grand intérêt. Qu'est-ce que c'était le résultat de ça? Que beaucoup de monde a déjà connu mon père quand mon père est rentré en 88, parce qu'ils ont eu le contact avec lui quand il y avait ce film dans les cinémas.
qui est pour quelques mois, il est passé par tous les cinémas en Hongrie. Et comme ça, quand mon père est rentré, quand il a eu la possibilité de rentrer, parce qu'il a plusieurs fois essayé de rentrer en Hongrie, mais le gouvernement a toujours dit non, parce que mon père, il ne voulait pas y voyager sans avertir le gouvernement. Alors il a très souvent demandé au gouvernement s'il y aura la possibilité de retourner. Ils ont dit toujours non. En 88, pour la première fois, ils ont dit oui, vous pouvez retourner, mais pour une visite, bref. Et comme ça, mon père a fait sa première visite. Et en 89, et naturellement, on l'a reconnu parce que les gens l'ont vu dans ce film, dans les cinémas. Et en 89, il a pu rentrer avec une délégation du Parlement européen. Et ça, c'était pour la première fois vraiment une grande visite où il a fait aussi ses premiers discours en Hongrie. Et avec la mort de ma grand-mère, la reine Zita, la grande cérémonie à Vienne le 1er avril, le 4 avril, c'était une commémoration à Budapest qui était faite pour elle. Et ça, c'était la première fois que toute la famille a eu la possibilité de retourner en Hongrie. Et dès que ce 4 avril, toute la famille a eu sans problème la possibilité de voyager en Hongrie. Alors, avec cette documentation, là, les gens ont commencé à mieux le connaître. Et après ça, mon père, il a commencé vraiment de voyager beaucoup en Hongrie. Mon père, il aimait beaucoup la Hongrie. Pourquoi? Parce que mon grand-père lui a dit lui a parlé beaucoup de la Hongrie, parce que la Hongrie était toujours très important pour lui, à cause de la couronation en 1916. Parce que la couronation et aussi tout ce qui est passé pendant cette couronation qui était tellement important pour mon grand-père, il a réussi à donner ça, et ça s'est aussi passé beaucoup à Madère quand ils étaient ensemble. Il a beaucoup raconté de la Hongrie à mon père, que la Hongrie a toujours eu une position très spéciale pour mon père, jusqu'au moment quand il y avait son funérail, que son cœur, il est enterré en Hongrie. Alors son cœur, il est enterré dans le monastère de Pannonhalma, lui dans la crypte à Vienne, mais il a décidé que son cœur sera enterré en Hongrie, parce qu'il a toujours senti une relation très spéciale avec la Hongrie. Alors, quand on parle de la fin du bloc communiste, c'est bien sûr la chute du rideau de fer. Oui. Alors, tout le monde pense à l'ouverture du mur de Berlin en novembre 89, mais en réalité, l'ouverture du rideau de fer, la première ouverture, c'est justement entre la Hongrie et l'Autriche, pendant l'été 1989. Et à l'origine de cette ouverture, oui. Il y a le fameux pique-nique pan-européen. Est-ce que vous pourriez nous parler de cet épisode, surtout que vous l'avez... J'ai jamais vu que mon téléphone fait ça. La cérémonie? Non, c'est pour le périmètre de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Moi, franchement, je pense que c'est un test. Parce que, comme il dit, c'est un message pour relatif au périmètre de sécurité de cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, de 18 au 26. En tout cas, quelque chose. Voilà, je vous propose qu'en attendant d'en savoir plus, en attendant Madame Lyonnais, on poursuivre le fil de notre discussion. Et donc, vous alliez nous parler de ce fameux pique-nique organisé par notamment votre père. C'était vraiment...
c'était avant la chute du... Est-ce qu'on sait quelque chose? En tout cas, je félicite à la France pour cette professionnalité de alerte. Ouais. Bon, Tout va bien. tout va bien. Oui. Bon, le pique-nique pan-européen, c'était, naturellement, il faut penser comment c'était la situation en 89. En 89, c'était pas du tout au commencement clair qu'est-ce qui va arriver avec le rideau de fer. Il y avait beaucoup des Allemands qui étaient en Hongrie, qui se trouvaient là-bas, qui sont arrivés en Hongrie pour faire des vacances d'été. Ils ont resté là-bas, ils ne sont pas retournés en Allemagne de l'Est parce qu'ils ont pensé que probablement ils auront la possibilité de croiser la frontière parce que la frontière entre la Hongrie et l'Autriche, c'était beaucoup plus ouvert que la frontière entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Alors il y avait beaucoup des Allemands qui se trouvaient en Hongrie. Pas de problème. Euh, Et dans le mois de juin, alors encore avant vraiment le mois d'août où il y avait les plus de représentants de l'Allemagne de l'Est en Hongrie, euh, mon père, il était dans la ville de Debrecen, dans l'Est du pays. Et à une réunion, moi aussi j'ai eu la possibilité de l'accompagner, on était là avec des organisateurs de sa visite à Debrecen et on a dit qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'il y a tellement de mouvements en Allemagne de l'Est, dans la République tchèque, dans la Tchécoslovaquie et en Hongrie, vraiment un sentiment pour le changement, que quelque chose va arriver. Qu'est-ce qu'on pourra faire? Et là, l'idée était née de faire un pique-nique à la frontière entre la Hongrie et l'Autriche et d'un côté, les Hongrois, ils ont organisé, ils ont dit, ils vont arriver pour faire un pique-nique à une certaine place. L'Union pan-européenne vient de l'Autriche de l'autre côté et on fait un pique-nique à deux côtés de la frontière pour montrer que maintenant c'est le temps vraiment de changer ces frontières et de changer la situation là-bas. Et les deux côtés ont commencé à organiser cet événement. Ils ont dit on ne peut pas faire ça de la côté hongroise sans, disons, sans informer le gouvernement hongrois qu'on est en train d'organiser et sans demander, disons, un patron qui était un autre politicien hongrois. De la côté autrichienne, ils ont demandé à mon père, comme président de l'Union pan-européenne, d'être le patron de cet événement. Et à l'autre côté, c'était un ministre hongrois qui était le patron de ce pique-nique à deux côtés de la frontière. Ni le ministre, ni mon père étaient présents au moment de cette... Parce qu'il faut savoir, il y avait des troupes soviétiques encore en Hongrie. Alors on a pensé, qu'est-ce qui va se passer quand on va faire organiser ce pique-nique pour ouvrir la frontière? Et au dernier moment, c'était un policier à la frontière qui a décidé d'ouvrir la frontière. Et l'Ordre de Malte, qui s'occupait beaucoup des réfugiés allemands en Hongrie, ils ont fait un peu de propagande pour dire il y a un pique-nique sur la frontière. Si vous voulez aller là-bas, il y a toujours une possibilité que vous pouvez passer la frontière, on ne sait pas, mais il y aura une occasion. Et au moment quand il y avait cette journée de pique-nique, il y a presque 500 Allemands qui ont croisé la frontière. Et c'était vraiment pour la première fois que la frontière, le rideau de fer était ouvert et les gens ont eu la possibilité de croiser la frontière. Et c'était vraiment un moment historique parce que cette frontière était toujours fermée hermétiquement.
Et après ça, ça s'est arrivé qu'ils ont pu passer la frontière plus de 500 personnes. Donc vous parliez bien sûr, votre père a été élu à partir de 1979 en tant que député européen, premières élections européennes. Alors il ne pouvait pas évidemment participer en tant que citoyen autrichien parce que l'Autriche ne fait pas partie de la CE à cette époque-là. Votre famille habite en Allemagne, vous l'avez dit, mais votre père n'a pas la nationalité allemande parce que s'il l'a, il va perdre sa nationalité autrichienne, Ouais. ce qu'il ne veut pas. Et là, il y a un petit clin d'œil avec la France. Avec la France. Voilà. Avec l'Académie française. Voilà, exactement. Vous pourriez peut-être Oui, expliquer? non, c'était jusqu'au dernier moment, c'était pas clair parce que mon père, il voulait, il a eu la possibilité de la CSU, de le parti en Bavière de Franz Josef Strauss, d'être sur la liste pour le premier Parlement européen. Mais dans ce temps, on a seulement travaillé comment est-ce que mon père aura la possibilité politiquement d'être sur cette liste. Et parce qu'on a pensé qu'avec la nationalité, ça va passer beaucoup plus facile. Malheureusement, c'était devenu très, très difficile parce que l'Autriche a dit, dans le moment où il prendra la nationalité allemande, on va lui quitter la nationalité autrichienne. Et alors, il y avait beaucoup des avocats qui ont travaillé, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut faire ça, et on a trouvé dans la loi autrichienne un paragraphe qui a dit que quelqu'un qui est un membre d'une académie qui est reconnue internationalement peut avoir les deux nationalités. Parce que naturellement, c'était l'idée de l'Autriche d'amener des académiciens en Autriche qui ne perdent pas leur propre nationalité, mais de les faire venir travailler en Autriche. Alors, on a un peu changé le système parce que mon père, il était membre de l'Académie française. Alors, comme il était membre de l'Académie française, on a trouvé en Niederösterreich, dans cette région d'Autriche, eux, ils ont dit, ils sont prêts à accepter que mon père reçoit la nationalité allemande et il peut garder la nationalité autrichienne. Ce qui était très intéressant, je me souviens aussi que dans le moment quand mon père il a reçu la nationalité allemande, on a dit, parce que les Allemands étaient très ouverts, ils ont dit quand est-ce qu'on va le faire? Et comme ça, on a trouvé une date qui était bien possible pour mon père et on fait une petite cérémonie quand il a reçu son passeport. Alors, les élections européennes s'approchent et au dernier moment, il y a quelqu'un qui dit « Ah, mais pour devenir un membre du Parlement européen de l'Allemagne, il faut avoir la nationalité allemande plus qu'un an. » Et dans ce moment, on a eu presque une attaque de cœur parce qu'on n'a pas pensé à qu'il faut être un citoyen allemand pour plus qu'un an. Et les élections pour le Parlement européen, ils étaient le 10 juin. Et mon père, il a reçu la nationalité le 9 juin avant. Alors, c'était justement un an et un jour avant. C'était vraiment par hasard que ça s'est arrivé comme ça parce que je me souviens très bien parce qu'on n'a pas pensé à cette règle pour les élections pour le Parlement européen. Mais comme ça, il a eu les deux nationalités et il a eu la possibilité de représenter la CSU, le parti de la CSU, pas comme membre de parti, mais comme indépendant sur la liste de la CSU au Parlement européen. Alors, il a eu des adversaires politiques, là aussi, notamment Helmut Schmidt, par exemple, qui a été son adversaire politique. Plutôt Willy Brandt. Plutôt Willy Brandt, oui, Plutôt encore Willy plus. Brandt, ouais. Alors, pourquoi cette... Parce que, naturellement, ils ont eu des idées politiquement très différentes. Et mon père, il n'a jamais hésité de faire un débat politique. Il a toujours discuté avec... il a toujours eu une vue très, très claire. Il a discuté sur sa vue. Il a présenté ses positions très clairement. Et comme ça, naturellement, il y avait des politiciens qui ont eu des autres opinions. Et très souvent, il y avait des débats très clairs. Mais mon père, il n'a jamais fini avec des sentiments négatifs. Il a toujours, quand il y avait aussi un grand débat, il est allé, il a parlé avec les gens, ils se sentaient ensemble, il a parlé avec eux, parce que il a eu ses idées très claires politiquement, il a représenté ses idées politiquement, mais une, c'était les idées politiques, et l'autre, c'était l'amitié qu'on pourra faire. Et lui, il a fait ça au Parlement
européens très souvent, parce que lui, il a parlé vraiment avec toutes les différentes fractions, avec tous les différents partis, avec toutes les différentes nationalités. Et comme ça, il a eu toujours une position très spéciale, parce que pour préparer les votes au Parlement européen, maintenant, c'est beaucoup plus par des groupes politiques. Avant, c'était plutôt les individus qui ont voté. Et comme ça, c'était toujours très important de parler avec des députés qui étaient de la même idée et pas de la même idéologie. Dans son travail politique au cœur des institutions européennes, votre père mettait en garde contre le risque du totalitarisme, ce qu'il appelait le totalitarisme bureaucratique. Ouais. Et ce n'est pas un terme qu'il employait au hasard, bien sûr. Qu'est-ce qu'il craignait justement dans ce qu'il appelait le totalitarisme bureaucratique des institutions européennes? Mon père, il était probablement assez libéral, parce que ce qui était pour lui une grande importance dans cette Union européenne, c'était l'idée de la subsidiarité. Parce que la subsidiarité, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'entité plus grande ne doit pas s'occuper des choses que l'entité plus petite peut solutionner. Alors, une question européenne, c'est seulement les questions qu'il faut amener jusqu'au niveau européen. Ce que les États peuvent décider, ça doit être la décision des États, des régions, des villes, des villages, jusqu'à la famille. Naturellement, ça c'est une chose qui donne beaucoup plus de possibilités de développer pour les différents pays de cette Union européenne, et de faire une décentralisation des décisions qui sont prises pour limiter vraiment ce qui est nécessaire à cette Union européenne, ce qui était aussi une chose qui était aussi une idée qui était déjà présente dans l'Empire austro-hongroise. Mais ça, c'était pour lui vraiment une question clé pour travailler contre cette hyper administration qui était déjà en train de se faire en Europe, de plutôt ouvrir les possibilités, de regarder que la subsidiarité fonctionne, d'amener les décisions plutôt dans les régions d'Europe. C'était pour lui, je sais très bien quand il y avait la possibilité de mettre la subsidiarité dans les traités de Maastricht, où ils étaient mis comme une des idées de cette Union européenne. C'était une grande victoire, parce qu'elle a travaillé beaucoup pour que la subsidiarité sera aussi représentée. Vous avez mentionné tout à l'heure l'entrée de l'Autriche et de la Hongrie au sein de la CE puis de l'UE. Donc l'Autriche, c'est 1995, la Hongrie, c'est 2004. Ouais. Vous avez, je crois, monsieur l'ambassadeur, participé, vous personnellement aussi, au travail, à la préparation de l'adhésion de la Hongrie à l'Union européenne. Est-ce que, peut-être notamment pour nos élèves, vous pourriez expliquer un petit peu concrètement comment se passent ces négociations pour amener l'adhésion d'un nouveau pays? Merci beaucoup pour cette question, parce qu'aujourd'hui, on pense qu'entrer dans l'Union européenne, c'est une chose très facile, parce que si on parle de l'Ukraine, par exemple, on va accepter l'Ukraine dans l'Union européenne. Oui, on a l'intérêt de recevoir dans le futur l'Ukraine dans l'Union européenne, mais qu'un pays peut entrer dans cette Union européenne, il y a un chemin qui est très très long, qui est très très difficile. Il faut faire l'harmonisation de beaucoup des lois, de l'administration, des questions environnementales. Avec tout ça, l'Union européenne entre vraiment dans tous les différents niveaux d'une administration d'un pays. Et ça, j'ai eu la possibilité de voir quand la Hongrie a fait ses négociations avec l'Union européenne, parce que mon père, il était au Parlement européen. Il était au Parlement européen dans la groupe mixte Parlement européen, Parlement hongrois. Il était pendant tout son temps au Parlement européen. Il était quand cette commission se fait pour la groupe d'amitié entre Parlement européen et Parlement hongrois. Alors lui, il a toujours occupé avec les contacts avec la Hongrie du côté du Parlement européen. Et là, j'ai eu la possibilité de travailler ensemble avec lui, parce que moi, j'étais déjà en Hongrie. Je suis
La famille, comme je l'avais dit, est retournée en 89 et en 92, j'ai commencé à avoir un appartement à Budapest et j'étais le plupart du temps à Budapest. Et j'ai travaillé avec mon père pour un peu, euh, disons, être un peu son bureau en Hongrie pour lui envoyer les informations, comment vont les négociations entre la Hongrie et l'Union européenne. Il y a deux différentes formes de négociations. Une, c'est disons, la relation entre les spécialistes hongroises et ou les spécialistes du pays qui veut entrer dans cette Union européenne et les spécialistes de l'Union européenne qui décident sur quelle loi est-ce qu'il faut changer, comment est-ce qu'il faut modifier les différentes lois, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le pays accepte tout ce qui est dans les différents traités de l'Union européenne, que toutes les règles seront acceptées, que tous les systèmes juridiques fonctionnent de la même façon. Qu'est-ce qu'il faut faire que le marché intérieur fonctionne. Alors, il y a tellement de différentes questions sur lesquelles il faut travailler et ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup des années. Et spécialement comme l'élargissement de l'Union européenne qui a vraiment commencé en 89 avec tellement de pays qui se préparaient pour entrer dans cette Union européenne, c'était un travail administratif qui était très difficile à faire. Alors, on a ce côté administratif. À l'autre côté, naturellement, on a la volonté politique. Et ça, c'est une chose qui est aussi très importante, parce que si le pays se prépare, mais il n'y a pas une volonté des pays de l'Union européenne pour accepter et pour faire l'élargissement, c'est aussi très difficile, parce qu'il y a beaucoup de décisions politiques qu'il faut prendre. Il y a la ratification dans tous les différents parlements. Il y a beaucoup de votes qui doivent se passer dans les institutions de l'Union européenne avant qu'un pays peut s'approcher à devenir un membre de cette Union européenne. Alors ça, c'est un chemin qui est très lent, qui prend beaucoup des activités. Et moi, j'ai vraiment eu la possibilité de travailler ensemble avec mon père au Parlement européen quand j'étais en Hongrie. Après ça, j'ai eu la possibilité de le faire un peu plus officiellement parce que le gouvernement m'avait demandé de devenir ambassadeur itinérante pour des affaires européennes. Et comme ça, j'ai comme ambassadeur de Hongrie commencé de travailler pour la côté hongroise et spécialement dans la préparation de la volonté politique, disons, être au Parlement européen, parler avec les députés, expliquer pourquoi c'est important pour foncer cette entrée des pays d'Europe centrale et spécialement de la Hongrie dans l'Union européenne. J'ai participé à toutes les sessions plénières du Parlement européen. J'ai travaillé beaucoup avec des différents membres du Parlement européen qui étaient responsables pour l'élargissement. Mais ça, c'est un processus qui dure beaucoup de temps et malheureusement, on voit ce qui se passe si les deux choses ne fonctionnent pas, ne vont pas ensemble. On le voit maintenant avec les pays du Balkan occidentaux, parce qu'il y a plusieurs pays, comme par exemple le Monténégro ou la Macédoine du Nord, ou maintenant lentement l'Albanie et la Serbie, qui se sont très approchés, qui ont fait beaucoup de travail pour s'approcher à l'Union européenne, mais la volonté politique dans les dernières années n'était pas tellement présente. Malheureusement, en France, on ne voulait pas beaucoup parler de l'élargissement. Et pour ça, la volonté politique n'était pas là, la préparation était là. Maintenant, heureusement, on voit qu'il y a aussi un intérêt en France pour faire cet élargissement de l'Union européenne. Vraiment, il ne sera absolument pas de problème pour cette Union européenne de faire un élargissement avec quelques pays du Balkan occidentaux, mais ça donnera un message tellement positif pour les autres pays qui travaillent depuis très très longtemps pour s'approcher à l'Union européenne, qu'ils voient qu'il y a la volonté, il y a la possibilité de recevoir. Avec les autres pays, ça va durer encore beaucoup des années, spécialement avec l'Ukraine. Ça va durer beaucoup de temps jusque l'Ukraine pourra être membre de l'Union européenne. C'est le même avec la Turquie. Alors aussi, la Turquie, ça va encore durer beaucoup de temps. Je souhaitais vous demander, monsieur l'ambassadeur, quel est l'héritage politique, spirituel de votre père
dans les territoires de l'Ancien Empire, en Hongrie particulièrement. Oh. Une, l'héritage spirituel. Euh, je pense que mon père, il a toujours essayé de donner exemple. Il a donné un exemple pendant toute sa vie. Il a montré pour nous, comme famille, qu'est-ce que c'est le devoir et la possibilité pour une famille comme la famille d'Habsbourg dans les pays d'Europe centrale, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut être actif dans la politique pour donner un exemple dans la politique. Mais je vais retourner une chose que mon père vraiment, je l'avais dit déjà avant, c'est jamais perdre l'espoir, toujours être optimiste, regarder disons pour les choses positives qui se passent, chercher des opportunités pour faire quelque chose de positif et de bien. Et ça, c'est une chose qui est vraiment très, très, très importante aujourd'hui, parce que si je mets mon téléphone, si je regarde les nouvelles dans le téléphone, dans la télévision, dans la radio, dans les journaux, on voit des catastrophes à droite et à gauche et on devient beaucoup déprimé par toutes les informations négatives qu'on reçoit chaque jour. Et à l'autre côté, il faut voir les possibilités qu'on a aujourd'hui. Disons, seulement le fait qu'on a eu, on a encore la paix sur le territoire de l'Union européenne. Il faut regarder que la paix reste dans ces pays de l'Union européenne. Il faut travailler positivement pour un futur de cette Union européenne. Pour mon père, par exemple, aussi les élections du Parlement européen, il était très, très important. Maintenant, je vois encore une fois que nous sommes en train de nous approcher à des élections pour le Parlement européen et on parle sur beaucoup de sujets, mais malheureusement, en France, heureusement, on parle un peu plus sur l'Europe. Mais dans beaucoup des autres pays, on parle seulement de la politique intérieure, on ne parle pas de l'Europe. Et aussi, la participation, normalement, aux élections pour le Parlement européen sont très bas. Alors, vraiment, on peut travailler pour le but positif que beaucoup de monde est en train de voter pour le Parlement européen, pour travailler pour cette idée européenne, qui est une idée de paix et de stabilité, et qui peut être très, disons, très positif si ça fonctionne bien. Et je pense que ça c'est plutôt, disons, l'exemple que mon père a donné. Pour une côté, que vous avez clairement dit, mon père, il était un homme très, très religieux. Il a jamais eu un problème aussi de parler de sa propre religion et que la force que la religion lui a donnée. Avec ça, il a donné un exemple, mais aussi avec son optimisme. Et avec son sens d'humour, avec son optimisme, et avec sa foi qu'il a eue. Et la foi, c'était ce qui a donné la plus de force à mon père. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Alors, je crois que le temps qui a vécu une interruption, et j'en suis encore désolée, vous avez bien compris qu'elle était tout à fait indépendante de Saint-Jean-de-Passy. C'est la préfecture de police qui fait des tests. Peut-être une ou deux questions, Monsieur l'ambassadeur. Avez-vous le temps, mais ne pas prendre toute la soirée, bien sûr, votre temps est précieux, celui de nos chers élèves également. S'il y a une ou deux questions de l'Assemblée. Merci beaucoup pour cet exposé familial. Il me semble que la famille Habsbourg, c'était une mini-Europe, à elle toute seule. On y parlait, à l'époque, dans l'Empire, on y parlait un grand nombre de langues. Je crois que on parlait 11 langues. Beaucoup. Donc très difficile de se comprendre, donc à l'image de l'Europe aujourd'hui. Ma question, votre papa pro-européen avant l'heure, a-t-il collaboré avec Jean Monnet et à la création justement au fondement de l'Europe lorsqu'on a parlé des fondements de la CECA par exemple, en a-t-il fait partie?
Merci beaucoup. Oui, mon père, il a naturellement cherché le contact avec tous les politiciens qui ont eu la possibilité d'avoir une influence. Mon père, il était très proche, spécialement avec De Gaulle et avec Adenauer. Parce que les deux ont vraiment joué un rôle clé pour donner une base politique sur laquelle on pourra vraiment... et c'était tout à fait clair que sans la collaboration entre la France et l'Allemagne, c'est très difficile de faire une Europe. Et pour ça, c'était vraiment le travail avec ces deux pour trouver une base. Après ça aussi, avec les autres pays qui se sont approchés, de négocier comment on pourra faire ça pour créer cette base sur laquelle on peut construire cette maison européenne. Mon père, il a vraiment, avec l'expression de Hitler, il a parlé avec tous les politiciens. Il a essayé de convaincre à qui veut l'entendre de ses idées européennes. Et ça, c'était vraiment une de ses grandes qualités, qu'il n'a pas se limité à seulement un groupe politique, mais il a vraiment eu des contacts avec des représentants de tous les différents partis politiques, ce qui est aujourd'hui aussi devenu très difficile si on voit comment c'est la séparation entre les différents partis politiques, que les gens ne parlent pas l'un avec l'autre. Lui, il a eu vraiment des contacts dans toutes les différentes directions, et ça, c'était aussi très nécessaire dans le processus de cette unification européenne. Ils ont organisé aussi beaucoup des conférences où les politiciens étaient invités pour vraiment les mettre ensemble et pour avoir une base des discussions. Mais naturellement, il y avait quelques-uns avec lesquels il a eu plus de contact, des autres où il a eu moins de contact, mais le plus important pour lui, c'était que ce sujet reste vivant et que les gens voient la nécessité de travailler sur cette unification européenne. Merci beaucoup. L'ambassadeur, merci pour votre exposé, c'est passionnant. J'ai une question sur, quand on écoute les débats à la télévision des différentes instances politiques, il y a d'un côté les promoteurs de l'Europe fédérale. Le président de la République française est plutôt sur cette ligne. Quand on écoute son discours à la Sorbonne, il est clair qu'il est plutôt fédéraliste. D'autres mouvements, qui semblent quand même assez importants également en France, sont plutôt pour une Europe des nations. Ne pensez-vous pas qu'une Europe fédérale peut tirer l'Europe vers les gros pays, quitte à avaler les petits, en termes de responsabilité, en termes de domination par la puissance économique, alors qu'une Europe des nations aurait plutôt tendance à promouvoir la diversité des nations qui composent l'Europe? Quel est votre sentiment sur cet aspect? Merci. Vous savez, aujourd'hui en Europe, on a deux groupes. On a les souverainistes et les fédéralistes. C'est tout à fait clair que ce sont deux idées qui se présentent et qui font une campagne électorale pour ce Parlement européen. Si je parle maintenant pour l'idée de mon père, pour mon père, la chose la plus importante, c'était la subsidiarité. Et je pense que la subsidiarité, c'est une bonne réponse à l'idée de quelle Europe on veut avoir. C'est vraiment de donner. On n'est pas intéressé. Il n'était jamais intéressé d'avoir disons une force centrale dominante à Bruxelles. Il a vu que ça c'est vraiment la nécessité de décider qu'est-ce que c'est les décisions qu'il faut prendre sur le niveau européen, et vraiment de s'occuper seulement de où il est la nécessité que ça doit être pris au niveau européen. Laisser aux différents États les décisions pour eux, où eux ils peuvent prendre une décision qui est absolument assez pour décider ce qui est bien pour les différents États. Naturellement, c'est tout à fait clair, il y a des questions sur ce continent qui ne freinent pas une frontière, qui sont, par exemple, la défense. C'est une question qui est
qui est très important pour l'avoir pour tous les pays ensemble. Il y a des questions environnementales, parce que l'environnement, ça n'arrête pas à une frontière, parce que ça, c'est une chose avec une décision qu'il faut prendre ensemble. Il y a beaucoup de questions où il est absolument logique que ça doit être pris au niveau européen. Mais il y a des autres questions où c'est absolument assez si les différentes nations, les différentes régions, les différentes villes et les différents villages s'occupent de ces questions. Et je pense que si on travaille un peu plus sur la subsidiarité, on va trouver qu'ils ont les bons éléments des deux côtés pour les amener dans cette Union européenne. Il y a une chose qui était toujours très, très importante pour mon père, c'était l'Europe des régions. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on parle beaucoup trop des différentes nations et on oublie les régions qui sont très souvent transfrontaliers et qui jouent aussi un rôle très, très important dans cette Union européenne. Alors, comme ça, c'est aussi une question sur laquelle le Parlement européen peut prendre des décisions. Il va être très intéressant cette année de voir qu'est-ce que sera le résultat de ces élections européennes. Est-ce qu'il y aura un grand changement politique, idéologique dans ce Parlement européen? Et après ça, on va voir mieux dans quelle direction ça va. Mais j'espère que les politiciens qui prennent des responsabilités, ils regardent un peu dans les traités de l'Union européenne, ils cherchent le mot de subsidiarité, ils s'occupent un peu plus de ce sujet. Merci beaucoup. Absolument. Je suis très en faveur de cette diversité parce que c'est la force de notre continent. C'est la force si on décide sur une langue, une structure dans cette Europe, il va perdre beaucoup. Et la diversité des langues, des cultures, ça donne une richesse à ce continent qui est absolument unique et ça donne une force énorme. En ce qui concerne les décisions unanimes qu'il faut se prendre et qui quelquefois créent des problèmes pour des différents États parce qu'ils disent on peut jamais, il y a toujours un pays ou un autre pays qui bloque des décisions dans l'Union européenne. Je pense qu'il est important de parler quelles sont les décisions importantes où il faut avoir l'unanimité. Je suis absolument en contre qu'on dise on ne veut pas plus avoir cette unanimité et on va décider par la majorité parce qu'avec ça, on exclut des pays très souvent des décisions. Et pour ça, il est absolument important de décider. Probablement, on peut changer un tout petit peu sur quel sujet on peut avoir l'unanimité, mais quand on a pris une décision à l'unanimité, ça veut dire que chaque pays aussi prend la responsabilité, quand ils sont dedans dans cette unanimité, de faire vraiment ce qu'ils ont décidé. Et ça donne quelquefois, ça prend beaucoup plus de temps d'arriver à une décision, mais quand cette décision elle est prise, ça c'est une chose qui est une obligation pour tous les pays qui l'ont pris. Et ça c'est aussi une force des décisions qui sont prises par unanimité. Je pense que l'Europe a fait vraiment très très bien. On le voit avec les décisions clés, par exemple avec la guerre en Ukraine, que tous les sanctions ont été prises avec une décision incroyable, avec unanimité de tous les pays. Et cette unanimité donne aussi la responsabilité que les pays font ce qu'ils ont décidé. Merci beaucoup. Oui. Ah pardon. D'abord, je voulais vous remercier pour votre conférence et d'avoir fait le déplacement. Donc, en tant que descendant direct de la famille impériale d'Autriche, que pensez, selon vous, quel est l'héritage global
des Habsbourg en Europe, puisque c'est une famille qui date quand même du Moyen-Âge, qui a une importance conséquente sur notre continent. C'est une question très compliquée. Qu'est-ce que c'est l'héritage? Vous savez, une chose qui était pour ma famille toujours d'une grande importance, la famille Habsbourg, elle était toujours sur le territoire des Habsbourg. Il y avait toujours beaucoup de langues, beaucoup de cultures, beaucoup de religions. C'est vraiment une grande quantité des différentes couleurs qui étaient dans cet empire. Et qu'est-ce que c'était l'idée que la famille a eue? C'est ce qu'on appelle la Reichsidee. C'est un mot que malheureusement c'est très difficile à le traduire dans une autre langue parce que the imperial idea en anglais ça serait quelque chose de l'Inde. Si on parle de l'idée impériale, ça c'est quelque chose avec Napoléon. Non, la Reichsidee c'était d'avoir une structure où on a un système supranational des lois. Alors un système juridique supranational qui est au-dessous de toutes ces différentes langues, religions, cultures, traditions, gastronomie, tout ça. S'il y a un conflit entre deux groupes, qu'ils ont la possibilité ou une institution où ils peuvent amener ce conflit pour trouver une solution. Dans l'Empire austro-hongrois, l'institution, c'était l'empereur, parce qu'il était au-dessous, mais lui, il a eu un système juridique qui était supranational, qui était vraiment valable pour toutes les différentes nationalités qui étaient sur son territoire. Et lui, il a garanti que ce système juridique est valable pour tous les différents membres. Alors, quand il y avait un conflit, on a amené le conflit à l'institution qui était responsable pour trouver une solution à base de ce système juridique. Et alors, on a presque toujours évité des guerres pour trouver une solution dans ce conflit. On a une institution qui peut trouver une solution et qui peut éviter une guerre. Et ça, c'est une chose qui était un peu cette idée qui est aujourd'hui existe en Europe, parce qu'on a beaucoup de pays dans cette Union européenne, mais on a le Parlement, on a la Cour européenne qui est très important pour trouver des solutions. Et avec ça, on peut éviter des conflits. Et ça, c'est une chose qui naturellement est très, très, très importante pour garantir la paix. Merci bien. Je crois que nous allons nous arrêter là pour ne pas, évidemment, Monsieur l'ambassadeur, vous couper du temps précieux qui est le vôtre. Permettez-moi, au nom de Saint-Jean-de-Passy, de vous remercier. Dans un premier temps, peut-être pour ce fait d'avoir ravivé le goût de l'Europe, le désir de l'Europe, de sensibiliser également les jeunes. Alors, tous ne sont pas en mesure d'aller voter dans quelques semaines, mais déjà un certain nombre dans cette salle, donc je les y invite bien volontiers. Et puis, vous remercier également pour cette plongée fascinante dans l'histoire de votre famille, votre père, bien entendu, vous dire également toute la fierté qui est la mienne d'avoir choisi vos grands-parents pour saint patron d'au moins 300 élèves de cette école. C'est un nombre assez conséquent. Et de nous avoir transmis cette belle leçon que vous tenez de vos parents d'optimisme et surtout de foi profonde, de foi éclairée et d'attention toute particulière à cela. Vous l'avez rappelé avec la subsidiarité, c'est la doctrine sociale de l'Église. Donc toutes ces décisions du politique que vous êtes, sont empreintes de cette doctrine sociale de l'Église, chère à un établissement catholique comme Saint-Jean-de-Passy. Merci infiniment. Permettez-moi, avant qu'on applaudisse les deux interlocuteurs, également de louer l'échange qui a été soutenu et intense et mené par Madame Montambeau, professeure d'histoire-géographie, passionnante, j'en suis sûre, et nous le comprenons par la qualité des questions posées. Merci également, Madame, d'avoir eu l'intuition d'inviter Monsieur l'ambassadeur à Saint-Jean-de-Passy. Merci à vous deux. Je crois que nous pouvons chaleureusement les applaudir.